Soit les titres. Dans cette édition, la Fédération des syndicats routiers du Sénégal annonce une grève de 72 heures à compter donc, du 28 mars prochain, 28, 29 et 30 mars. La Fédération du syndicat routier du Sénégal dénonce les tracasseries routières auxquelles font face les chauffeurs, mais également les conditions de travail, notamment sur l'axe Dakar-Bamako. Dans cette édition également, la parole sera aux citoyens par rapport à la grève générale annoncée par les centrales syndicales. Certains citoyens estiment que les syndicalistes ont raison d'aller en grève et que les autorités doivent satisfaire leurs demandes, mais d'autres estiment que les syndicalistes doivent continuer à travailler sans rien attendre de l'État. Dans cette édition également, nous allons parler bien sûr de cette visite du ministre de la Santé, du ministre de l'Assainissement et du ministre des Pêches dans des différents chantiers à Wakam. Ces derniers rassurent sur l'état d'avancement de ces chantiers au centre de santé, l'usine de glace, mais également l'usine de dessalement vont bientôt être livrées. Voilà pour les titres. Le développement, c'est en une seconde. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko fait le point sur l'état d'avancée des renégociations des contrats avec plusieurs entreprises, notamment dans le secteur minier, dans le secteur de la cimenterie, entre autres. Ousmane Sonko estime que le régime précédent a fait presque perdre l'État du Sénégal au moins quelques milliards de francs CFA dus aux redevances, aux taxes non perçues, mais également une politique fiscale, dit-il, défaillante selon eux. Selon lui, son gouvernement est en train de corriger tous ces impairs. Le Sénégal va bientôt donc pouvoir bénéficier de ces ressources. Il annonce plusieurs réformes, mais également le non-renouvellement de certains permis pour certaines entreprises présentes au Sénégal. Je vous propose de suivre les explications d'Ousmane Sonko, Premier ministre. Il est ici au micro de Moussadia. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances pourtant dues, parce qu'il y a eu des exonérations fiscales. Nous avons décidé également de résilier le bloc de GTA, Grande Tortue, que nous partageons avec nos amis et frères de la Mauritanie. Ce bloc, comme vous le savez, qui est un bloc gazier, a débuté son exploitation depuis l'année dernière. Nous considérons que, sans pour autant aller dans le détail, les contrats qui ont été signés sont des contrats léonins, que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand... Et puis, vers une paralysie du secteur des transports, la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal annonce une grève au moins de 72 heures à compter du 28 mars, donc le 28, le 29 et le 30 mars prochain. C'est pour fustiger
certaines mesures des autorités, les visites techniques, l'interdiction de circuler la nuit, mais également les tracasseries policières. Je vous propose de suivre les explications de Fallou Samb, il est le président de la Fédération des syndicats routiers du Sénégal, et ici le micro de Sékou Diallo et d'Astombaye. Non seulement qu'on doit converger vers Dakar pour passer la visite technique, mais aussi il y a des acteurs de transport comme nous qui ne sont pas habilités à le faire, qui ne sont pas des ingénieurs, qu'on convoque pour qu'ils viennent vraiment démanteler nos sièges qui ont été construits par le constructeur du véhicule. Si par exemple c'est des chaises qu'on a augmentées, là on est d'accord sur le principe de les démolir. Si par exemple c'est un surcharge de chaises, comme par exemple des véhicules de 15 places, comme vous le savez, ici à Kaolack, il y avait des véhicules qui avaient de 19 places. Donc si par exemple on fait réduire ces 19 places à 15 places, on est d'accord, c'est le principe. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, le constructeur a construit le véhicule avec 15 places. Et que vous, en tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas constructeur, vous n'êtes pas un ingénieur pour la construction du véhicule. Alors vous nous dites, vous allez réduire le véhicule à 11 places ou 12 places. Ça va nous faire un gagne-pain parce que nous payons des assurances, on a des gages, on a des garanties pour prélever des crédits au niveau de banque, pour payer ces véhicules. Donc on a fait un acompte pour un compte d'exploitation pour essayer de rembourser. Si par exemple maintenant on réduit nos places, comment pourrons-nous par exemple respecter ces engagements avec les gestions financières? C'est ça qui pose problème. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour aller en guerre, seulement que l'arme de syndicalisme, c'est la grève. Si par exemple on a un délai de 30 jours, l'État prenne conscience que nous sommes des citoyens sénégalais qui veulent le pays comme tout le monde, qui veulent aussi l'émergence de ce pays comme tout le monde, qu'il nous convoque autour d'une table. Si par exemple on discute et qu'il y a certains points qu'on peut lever, mais vraiment, pourquoi pas nous, on ne peut pas le donc c'est pas Le président du Conseil du dialogue social donc prend son bâton de pèlerin pour aller voir les syndicalistes, mais également les autorités, afin de trouver une solution de sortie de crise. Le Mindjanté estime qu'il faut un dialogue constructif afin de sortir de cette situation. Mamadou Mindjanté, président du Conseil du dialogue social, est ici au micro de Moutagakan et de Mambreba. Le climat social, particulièrement tendu ces derniers jours, préoccupe fortement le Haut Conseil du dialogue social. Une rencontre est prévue ce samedi dans le but d'apaiser les tensions. Il y a aussi depuis quelque temps une annonce qui a été faite par les centrales syndicales sur une éventuelle grève générale que le Sénégal n'a pas connue depuis sous Abdoulaye Wade. Nous pensons également que du côté du gouvernement, il y a quand même des rencontres. Madame la directrice générale du travail vient de parler de 9 rencontres au moins qu'il y a eu entre le gouvernement et les syndicats du G7. Présentement, il y a d'ailleurs une réunion avec le ministère des Finances et du Budget avec le G7. Pourquoi jusqu'à présent les tensions persistent? Je crois que ça nous permettra, lors de notre échange le samedi, de voir un peu quelles sont les pistes de solutions pour dépasser cette situation. Nous avons invité à notre session statutaire du samedi, où l'ensemble des membres du Haut Conseil du dialogue social seront là, l'Alliance Andeguessam pour la santé et le G7 pour l'éducation, afin de partager avec eux sur leurs préoccupations incompressibles, n'est-ce pas? Partager avec eux sur ces préoccupations-là. Et après, le Haut Conseil du dialogue social va évaluer cela, faire des recommandations pertinentes à l'endroit des autorités pour que nous puissions quand même sortir de cette situation qui aujourd'hui devient de plus en plus une préoccupation de l'ensemble de la population. Au sortir de cette 42e assemblée plénière, un document synthétique sera mis sur pied qui devra être présenté aux autorités étatiques et à l'opinion. Parlons tout à fait d'autre chose, atelier de restitution, de partage des échanges sur les conclusions de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation et du rapport provisoire de concertation territoriale sur l'acte 4 de la décentralisation. 15 points de réforme sont issus des recommandations qui sont issues, donc les recommandations qui seront présentées au Premier ministre. Bala Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires, est interrogé par Babacar Seck. Les recommandations les plus fortes ont tourné sur l'importance de renforcer les compétences.
question de l'assainissement, la question du développement économique sont revenus comme étant des missions essentielles. La question aussi du financement. On ne peut pas parler de décentralisation si l'État n'accepte pas de donner suffisamment de ressources pour permettre aux collectivités de pouvoir jouer leur rôle dans leur mission de développement. Mais il n'y a pas que les ressources. Il faudrait qu'il y ait une cohérence entre les différents ordres des collectivités locales. C'est le principe qui voudrait qu'il y ait une certaine subsidiarité entre ce que doit faire la commune, ce que doit faire le département et le pôle territoire au sein d'une même compétence. L'un des points aussi qui est revenu dans ces recommandations, c'est l'importance d'aller vers une fonction publique locale où on aura quand même des professions qui vont pouvoir accompagner les collectivités dans leur politique de développement. C'est d'une importance capitale et aussi des instruments de planification qui vont pouvoir permettre aux maires, aux présidents du conseil des départements de pouvoir pleinement jouer leur rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je peux dire que c'est une réforme qui va en profondeur de l'ensemble des enjeux, qui soulève 15 points de réforme et qui va profondément améliorer, nous le pensons, notre décentralisation au niveau du Sénégal. Reparlons donc de la grève annoncée par les centrales syndicales qui menacent également de déclencher une grève générale. Du côté des citoyens, certains estiment que les syndicalistes sont dans leurs droits et que l'État doit respecter ses engagements, mais pour d'autres, les travailleurs doivent continuer à faire convenablement leur boulot et ne rien attendre de ces autorités. C'est un sujet d'Elisabeth Grastide et de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Cet homme est en phase avec les centrales syndicales à propos de la grève générale qu'ils veulent décréter. Selon lui, le gouvernement doit prendre en charge leurs revendications. Les médecins, les enseignants et tout ont droit à grève parce que l'État, si il dara daf ko wara respecter. Lolu moy logique. Ñun Sénégalais ci lolu lañ and. Depuis temps Macky Sall ñom ñoo taxoon doon défendre ay causes kon ñom bu ñu accéder au pouvoir kon cause yooyu dañ ko wara défendre lolu moy logique. Enseignants yi ne leen fay seen xaalis ñom ñi dem grève dañ leen wara fay seen xaalis waruñu leen a dagg dara. Même son de cloche pour ce citoyen, il estime que toutes ces grèves montrent que le gouvernement ne fait pas son travail. Waaw nguur bi moom mooy loolu quoi pour man doxul daal waaw sama gis-gis doxul quoi parce que boo xoolee ñëpp a grève du syndicaliste yi borom chauffeur yi borom moto yi xam nga jaaxal lekk yi saa mooy loolu dañuy grève quoi wallaay. Mais pour cet homme, les centrales syndicales ne doivent pas engager ce bras de fer. Ils doivent plutôt continuer leur travail et ignorer l'État. Grève baaxul boo muñee yàlla dina sotti lépp yàlla moo mën a defar nañ leen baax ak suñu borom rek. waaw comment faire tant que mën a forcer da nga mën a muñ te yàlla tax rek après yàlla mi tax dina changer situation bi. Face à cette décision de partir en grève générale, les avis restent donc partagés. Certains estiment que les centrales syndicales sont dans leurs droits, tandis que d'autres pensent que la grève n'est pas la solution. Une délégation ministérielle a effectué une visite à Ouakam, notamment à l'usine de dessalement de Mamel, également dans un centre de santé en construction, une usine de glace. Satisfaction donc de ces ministres sur l'état d'avancement de chaque chantier. D'ailleurs, donne rendez-vous très prochainement pour l'inauguration de l'usine de dessalement installée au niveau des Mamelles, un projet piloté également par la SONES. Ndeya Lifal et Cheikh Maguette Mbaye ont participé à cette visite. Le nouveau centre de santé moderne de Ouakam a constitué la première étape de la visite de travail guidée de la délégation ministérielle. Cette structure fait partie du programme de renforcement du plateau technique du système sanitaire sénégalais. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé prévoit de mettre tous les équipements et amener tout le personnel dont ils ont besoin pour qu'on puisse offrir tous les soins qui correspondent au niveau de ce centre de santé qui va être un centre de santé de référence, un centre de santé de niveau 3. Et
les équipements ont été commandés, les équipements sont en route et on est en train de travailler pour identifier le personnel. Après le centre de santé de Ouakam, la visite s'est poursuivie à l'usine de glace de Ouakam. Cette unité d'une capacité de production de 10 000 tonnes de glace par jour vise à accompagner les mareyeurs. Le projet est évalué à 435 millions de francs CFA. Il y a une fabrique de glace qui est construite et cette fabrique de glace qui produit 10 tonnes par jour. Donc nous, le projet que nous sommes en train de faire est évalué à 435 millions. Et je me suis renseigné aussi du côté du ministère de l'Hydraulique. Donc les mesures d'accompagnement sont chiffrées à 300 millions. Cette visite conjointe s'est achevée au centre de délaissement de l'eau de mer des Mamelles. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique donne rendez-vous dans les prochains mois pour l'inauguration officielle de l'infrastructure. Comme vous le savez, cette usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles est la première expérience sénégalaise en matière de dessalement de l'eau de mer. C'est un projet innovant, c'est un projet courageux, parce qu'il fallait le faire et il fallait le aussi mener à bon port et le terminer. Aujourd'hui, nous sommes sur l'essentiel des composantes réunies autour de 90 voire 98%, donc tout près de le finaliser et ça c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je l'observe. En attendant, le plaisir sans doute dans les prochains mois avec les plus hautes autorités de venir l'inaugurer ici. L'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles constitue un projet majeur d'alimentation en eau potable avec une technologie que le Sénégal explore pour la première fois dans le village urbain de Ouakam. La première enquête nationale sur la démographie des entreprises a donc été effectuée par l'ANSD. L'objectif était donc de connaître la trajectoire de ces entreprises, de la naissance, donc en passant par la croissance pour voir la durée de survie de ces entreprises jusqu'à la cessation de leurs activités. Le constat est que 86% des entreprises survivent à la première année. Ce constat décroît au fil des ans selon le rapport de l'ANSD qui s'est basé sur l'année 2018. Plusieurs problèmes sont à l'origine notamment du déclin de certaines entreprises et elles sont d'ordre économique, environnemental entre autres, surtout à l'absence ou le manque de financement selon certains. Je vous propose sur les explications de Dr Abdou Diouf, il est le directeur général de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique ANSD. Il est ici au micro de Pape Doudou Diallo. l'ANSD a initié ces importants travaux qui permettent à la fin de guider l'ensemble des structures institutionnelles de l'État, de renforcer la gouvernance de l'entrepreneuriat, mais également aussi d'appuyer et d'apporter un appui conséquent à tous les entrepreneurs au niveau national. Oui, une telle étude consiste à l'analyse d'une cohorte. Comme pour la démographie humaine, étudier donc la création, la survie, la croissance des entreprises a nécessité de considérer un ensemble d'entreprises pour l'année de référence qui a été l'année 2018 et de suivre leur évolution sur la période jusqu'en 2024. Et les données collectées ont d'abord révélé qu'il y a des entreprises qui n'ont jamais eu d'activité depuis leur création, d'autres qui ont eu des activités mais dès la première année ont rencontré des difficultés et à ce titre on note que 86% quand même des entreprises survivent à l'issue de la première année, mais que ce taux décroît au fil des ans et que principalement les difficultés qui ont été identifiées qui de chacun. Mais au titre des difficultés, j'en reviens, nous notons les difficultés qui sont liées au financement. Nous avons également des difficultés qui sont liées à la demande et d'autres formes de difficultés avec des disparités selon les secteurs et les branches d'activité dans lesquelles les entreprises exercent. Parlons
tout à fait d'autres choses. 250e anniversaire de la révolution du Fouta Toro, révolution du Fouta Toro portée par Almami Abdelkader Kane, comité scientifique en charge de l'organisation de cet événement durant tout le mois de mars, en train d'organiser diverses activités. D'ailleurs, des colloques sont prévus à la place du souvenir le 29 mars prochain pour également parler de l'œuvre et de l'héritage d'Almami Abdelkader Kane. Selon eux, la jeunesse doit s'inspirer de son modèle, les autorités également doivent s'inspirer de son modèle de gouvernance. Je vous propose de suivre les explications d'Amadi Ba, magistrat à la retraite. Il était sur le micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Ce n'est pas une affaire des familles descendantes d'Almami, d'une famille Kane. Je suis Ba moi-même. Je suis du côté maternel, que je suis descendant d'Almami. On n'organise pas pour une famille. La preuve, le Fouta est subdivisé en multiples familles. Et le Sénégal aussi. Mais quand vous parlez du Fouta, c'est comme si vous parlez à une seule famille. Ce pays est riche en diversité. Et cette diversité-là qu'on veut, à travers Almami, montrer. Parce il a grandi, il est né au Saloum, il a fait les régions du Sénégal avant d'aller être Almami au Fouta. En parlant de Almami, on ne veut pas mettre en exergue des questions de famille. Almami parle sérère mieux que les sérères. Il est né au Saloum. Que les historiens seront en avant-garde le 28 à la place du souvenir. Et nous remercions 28 avril, nos parents, nos cousins, ce n'est pas de l'argent politique ni de l'État qui se... Nous donnerons la parole aux historiens. Et puis nous allons allier l'utile à l'agréable pour montrer aux jeunes de ce pays et de l'Afrique, comptez sur vous, regardez votre passé, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes libre d'avoir des idéologies, des croyances personnelles, etc. Mais travaillez à construire votre pays à travers notre passé. C'est ça la journée de Almami Abdelkader. Et ça... La santé prend un nouvel élan grâce à la coopération décentralisée. La municipalité a scellé un partenariat stratégique avec l'association des volontaires pour le développement et l'hôpital d'Argenteuil en France. Entre l'arrivée d'une expertise technique internationale et le lancement du programme de formation continue, l'édile de la ville mise sur une approche globale. Abdoulaye Diatta veut donc que la population ait un accès donc à la santé dans toutes les contrées. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Sékou Diallo et Lastoumbaye. Moderniser les infrastructures, équiper les structures de santé et surtout qualifier les ressources humaines, c'est le triptyque annoncé par le maire Abdoulaye Diatta pour transformer le visage de la santé à Keur Madiabel. Cette volonté se concrétise déjà avec l'arrivée de Solène, une infirmière volontaire française issue du service civique. À Keur Madiabel, donc je vais me consacrer sur la santé. Donc je vais effectuer de la cartographie sur la santé. Ensuite, je vais identifier les besoins. Donc au niveau des matériels et traitements, ainsi pour aussi apporter à Keur Madiabel. Je vais faire de la coopération internationale au niveau aussi local. Et je vais faire de la transmission de mes savoirs sur de la prévention dans la santé communautaire. Mais l'innovation majeure réside dans l'usage du numérique. Une convention avec l'hôpital d'Argenteuil permet désormais aux praticiens locaux de bénéficier de sessions de formation continue quotidiennes avec leurs homologues français. Pour Abdoulaye Diatta, la compétence est le premier remède. Vous savez, la santé, comme j'ai dit tantôt, elle repose sur des infrastructures de qualité, elle repose sur des équipements modernes, mais elle repose sur des ressources humaines qualifiées. Or, la mise à jour des compétences, c'est devenu quelque chose de fondamental, ce qu'on appelle la formation continue. Donc, elle est assez outillée, en tout cas pour accompagner. Elle a une formation
de très bonne qualité à Fontainebleau, en France. Dans le cadre aussi de la convention que nous avons signée avec l'hôpital d'Argenteuil, il y a une série de formations qui doit démarrer sur 7 semaines. Ce cycle de volontariat qui se renouvellera tous les 6 à 8 mois permet d'élargir le plateau médical et d'offrir aux populations de Keur Madiabel et de l'arrondissement de Wack Ngouna un accès aux soins plus performant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est à 22h. Donc, Iftar avec Didier Boops. Didier Boops qui reçoit ce soir. Et là, je peux dire Mal. Baba Mal, artiste, chanteur, sera avec nous ce soir en direct du rond-point HLM Grand Yoff. À tout à l'heure.